Rose, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien. Je suis plutôt Alors, en je vous forme. laisse vous présenter comme vous voulez, avec le temps que vous voulez. Alors, je m'appelle Keren Rose, pour les non intimes, comme je dis, et je suis un être en devenir, en cheminement, qui qui n'a pas un seul métier, mais justement plein de plein de cordes. Voilà, j'ai l'impression que c'est des cordes à mon arc, c'est-à-dire j'ai besoin de pouvoir à tout moment changer de cap, de capital. Et donc, voilà, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus me définir avec une seule chose. Et je ne suis ni chanteuse, ni maman, ni voilà, je suis tout ça à la fois. D'accord. Alors, quand je demande aux personnes que je reçois et qui acceptent qu'on se rencontre, je leur dis qui êtes-vous? J'entends, je m'appelle comme ça, je fais ça, ou alors, je m'appelle comme ça, je suis papa ou je suis maman. Après, je suis le reste, et là, quand je vous écoute, vous me dites d'emblée, je suis le tout, je suis cette globalité. C'est ça. Ouais, je l'ai pas très bien dit parce que j'ai été surprise par la question à ce moment-là, mais c'est comme ça que je me sens, oui, je me sens tout et son contraire à la fois. Et quand on me demande ce que je fais, je ne sais pas le dire. Quand on me demande qui je suis, je ne sais pas le dire. Je pense que je suis, quoi. Comme, Et oui, comme vous avez je, commencé en disant je je suis vis un ma vie. être. Vous avez dit je suis un Mm. être en devenir. Un être. Être, c'est amusant parce que être, ça veut dire être, je suis. Mais je Et on suis devient. en étant en devenir, ça veut dire que je suis et je bouge tout le temps. Je suis pas dans le futur, mais je suis en train d'évoluer. Ben, vous êtes vivante, quoi. C'est ça! Et c'est C'est ça. exactement ça. Et oui, je pense que c'est Voilà. la définition d'un être vivant. Ouais, c'est bien. On est en devenir perpétuel, ouais, c'est ça. Alors, dans votre esprit, euh, la chanson, la musique, elle est là. Je le vois derrière vous. On voit un piano, on voit un petit peu de la guitare. On vous écoute, on vous a entendu, et puis aujourd'hui, on vous retrouve dans une série de podcasts sur contradiction. C'est très beau comme mot, contradiction. Est-ce que vous connaissez une chanson d'ailleurs qui travaille sur le mot contradiction? Non. Non, Vous en connaissez une? pas du tout. Non, non, mais Non, pas mais du tout. j'ai une chanson qui s'appelle Selon les jours et ça me fait vraiment penser à ça. C'est vraiment la contradiction pour moi, c'est de penser quelque chose un jour et de penser l'inverse le lendemain. Et avant, ça me posait problème. J'avais l'impression d'être une girouette et que je ne savais pas qui j'étais. Et en fait, j'ai accepté ce truc-là de me dire, mais c'est OK de penser ça et le lendemain autre chose. Et en fait, on a le droit de changer d'avis. On a le droit un jour d'être une personne exceptionnelle, le lendemain d'être quelqu'un de monstrueux. Voilà, en nous existe, cohabite toujours quelque chose et son contraire. On ne peut pas expérimenter le beau si on n'a pas expérimenté le laid. On n'a pas expérimenté le bien si on n'a pas expérimenté le mal. Et voilà, donc la contradiction pour moi, donc cette chanson Selon les jours, je dis je suis moi et son contraire, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Alors là, quand je vous écoute, je pense à Benjamin Biolay, quand il parle dans sa chanson la chanson du vieux con, où il dit qu'on ne peut pas comprendre si on n'a pas connu quelque chose. On est en plein dans ce fait de dire, mais comment puis-je accompagner une personne si je n'ai pas éventuellement vécu ça? On peut toujours accompagner, mais est-ce que j'aurai la certitude de le comprendre, de la comprendre? Alors on en reparlera tout à l'heure, et il y a des patients qui m'ont souvent demandé, est-ce que j'ai consommé de la cocaïne, etc. Et je réponds toujours, non, j'en ai pas consommé. Je réponds avec humour, j'espère, je ne vais pas me faire amputer pour pouvoir essayer une prothèse. Je trouve que c'est triste en soi d'être amputé, d'avoir des prothèses, et je ne vais pas essayer d'avoir toutes les maladies pour pouvoir tester tous les médicaments. J'essaie juste d'avoir du respect pour les patients et de comprendre ce qu'on peut nous dire. Je reviens sur le mot contradiction et le mot ambivalence. Est-ce que vous faites une différence entre les deux? Oui, pour moi, ambivalence, il y a plus quelque chose d'équivoque. Euh, c'est pas certain, c'est pas clair, c'est ambivalent. C'est un peu comme ci, un peu comme ça. Contradiction, c'est vraiment.
je veux arrêter de consommer, mais je m'achète un gramme de cocaïne. C'est vraiment le cerveau, la dissonance cognitive totale. Je veux que la planète aille mieux, mais je prends l'avion 12 fois par an. Voilà, c'est vraiment ce truc-là, la contradiction humaine, l'ambivalence. Pour moi, peut-être, ça serait plus philosophique. Euh, je sais pas, D'accord. mais en tout cas, on est dans le même champ lexical pour moi, qui est celui de l'opposition des termes souvent. Et en fait, à partir du moment où on commence à poser des mots, de toute façon, on est toujours en train de diagnostiquer un truc. C'est bien, c'est pas bien, c'est beau, c'est pas beau. Et en fait, c'est les mots qui me font la contradiction, je crois. Donc ça veut dire que ce que j'entends, c'est que parler de façon binaire, avec oui ou non, ça nous empêche de parler. Oui, complètement. La vision binaire, de toute façon, c'est celle des addicts souvent. C'est blanc ou c'est noir, hein. Je pense que justement, l'addict gagnerait à gagner un peu de nuance. C'est-à-dire, c'est pas soit ça. Voilà. Donc, à la limite, l'ambivalence, ça a l'air moins radical, je crois, non? La contradiction, c'est vraiment des avis opposés, mais vraiment, c'est opposé. Moi, je faisais une semaine de thé vert, une semaine de vodka. Donc, c'est vraiment ce truc-là de se dire, est-ce qu'il fallait absolument aller toucher les extrêmes pour connaître le centre? Moi, je pense que oui. Donc, en fait, ces contradictions, elles sont obligatoires, utiles. C'est ça qui nous permet de dire, mais attends, c'est pas blanc, c'est pas noir, donc, ah bah tiens, c'est peut-être gris. Et c'est comme ça qu'on avance, c'est en allant taper sur les côtés, quoi. Et en étant dans le lien aux autres qui vont nous faire remarquer que pour eux, c'est très contradictoire. Cette vie de dialogue a du sens, et c'est justement à nous permet de chercher à découvrir des choses qu'on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas, je dis bien, sans forcément dire qu'on ne connaît pas, mais qu'on ne comprend pas. Donc l'émission Contradiction, elle est extraordinaire parce elle amène aux consommateurs et à ceux qui ne consomment pas un témoignage, des explications et surtout de l'espoir. Voilà, c'est ça, je trouve, qui est intéressant. Donc j'en ai entendu parler par donc une patiente. C'est comme ça que j'ai pu entendre et me rapprocher de ce que vous faites. C'est très bien. Aujourd'hui, tout ce qu'on fait qui va aider à prévenir, c'est essentiel. Tout ce qui peut accompagner une guérison et surtout une voie de libération, c'est fondamental. Je ne dirais pas que je cherche à guérir, je vais expliquer qu'on accompagne une personne sur un chemin différent. Voilà, on va s'écarter d'une zone qui est très risquée parfois, très dangereuse, qu'on peut quand même appeler une zone de confort pour le patient, et on va la mener vers une autre zone qu'il va chercher avec nous. J'ai une image que je trouve intéressante, toujours dans l'hypnose, et qu'on peut prendre là aussi, c'est de parler d'un plateau de théâtre qui serait posé comme un manège, posé sur une scène de théâtre, et on va avoir trois décors. Donc on va découvrir le premier décor avec le premier tiers, c'est celui de votre vie, de ma vie, celui qu'on voit. On va commencer à faire tourner dans la thérapie le deuxième décor et on découvre un décor qui était juste à côté. Ah, on se dit, ah oui, d'accord, c'est peut-être mieux, c'est peut-être plus ça que je voudrais vivre. En fait, moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans le dernier décor. Et le patient, il est là probablement pour aller s'installer dedans, piocher ce qui l'intéresse, aller chercher ses propres ressources. Ça montre la limite, je crois, qu'on peut avoir, nous, dans la thérapie, c'est d'accompagner, de tenir la main le temps qu'il faut, après de la lâcher. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette image? Oui, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Puis de toute façon, je pense que on peut pas sortir d'une addiction en restant dépendant d'autres choses, même les thérapies, les choses. Moi, je trouve que souvent sur mon chemin, j'ai dévoré, par exemple, des ouvrages, des auteurs, des conférenciers, des thérapies. Moi, je fais tout comme une addict à 2000%. Donc, mais après, je prends ce qui m'intéresse, je jette. On me dit, mais ouais, mais t'as des lubies. Non, c'est pas des lubies. D'un coup, c'est la philo, d'un coup, c'est Spinoza. Oui, c'est des moments, j'ai besoin de ça. J'y vais, je prends ce qui m'intéresse, je le mets dans mon décor. Et en fait, je jette ce qui m'intéresse pas. Et souvent, c'est ce qui reste. J'ai même pas besoin de dire ça, je le prends. Ça va rester en moi puisque j'en ai besoin. Donc, mais ce que je dis aux gens souvent qui me demandent comment faire, comment commencer, c'est long, mais c'est tellement passionnant, c'est d'aller chercher.
chercher, chercher, ouvrir des livres, des clés, écouter des choses, aller voir des gens, rencontrer des addicts, rencontrer des médecins, parce que c'est comme ça qu'on va essayer de soi-même se trouver nos propres clés et qu'on a tellement mis d'énergie à se détruire qu'il va falloir en mettre beaucoup aussi pour se reconstruire. Et en tout cas, moi, j'ai trouvé vraiment un salut dans la connaissance, vraiment une drogue dure de l'apprentissage. Ça, c'est vrai. Et les thérapies, voilà, c'est exactement ça. Et j'aime bien l'idée après de laisser le patient, laisser la personne aussi faire son chemin. On n'est pas là pour accompagner les gens comme si, même un enfant, quand il apprend à marcher, à un moment donné, on le lâche. Alors, si on reprend votre première expérience, vous êtes sur une scène, vous chantez. Au moment où vous chantez sur une scène, ou juste avant que vous arriviez pour chanter, il y a une salle. Et dans la salle, c'est toujours magique. On a une, je dirais, une excitation de groupe qui va s'accompagner, parfois, c'est assez amusant d'ailleurs, de régression. On redevient tous des petits-enfants, on aura envie de crier, etc. Et puis on est toujours dans l'attente, ce qu'on se disait tout à l'heure, l'attente de ce qu'on va voir, l'attente de la chanteuse qu'on connaît, l'attente de la chanson qu'on connaît bien. Vous arrivez sur scène, il se passe quelque chose de très, entre guillemets, très hystérique, très réflexe. Les gens lâchent tout ce qu'ils ont retenu, et là on entend donc des cris, etc. Vous dites un mot, et ça démarre. Et là on n'est plus du tout pareil. On est vraiment dans le présent. Il n'y a plus de c'était comme ça va, ça comme ça après. Non, non, c'est vraiment je suis dans le présent. Cet instant-là, quand un patient me parle de son addiction, de sa consommation, on a la sensation que juste avant de rentrer dans la consommation, on est très proche de ça. Il y a un moment où tout va s'oublier, tout va s'arrêter, comme si on avait la certitude et l'assurance que en consommant, ça allait devenir apaisé et apaisant. Mais c'est pas la même suite. Dans le concert que vous donnez, il y a quelque chose qui commence à changer, qui se construit pendant le concert. Dans la prise de la substance, on commence à s'enfoncer, on commence à s'isoler, on commence à moins comprendre. Vous le ressentez, ça? Surtout le avant, oui. Euh, j'ai vu Zao de Zagazian mettre une photo sur les internets en mettant une photo d'elle au lit, un peu comme si elle était déprimée, et puis une vidéo d'elle sur scène. Et elle mettait Il fait toujours beau au-dessus des nuages, comme dans sa chanson. Et donc ça voulait vraiment dire ça, c'est que la partie, quand elle est sur scène, elle est au-dessus des nuages. C'est ça qu'on cherche de toute façon. Donc il y en a qui ont la chance d'être sur scène et de le faire, mais on cherche ça dans la conso. Mais finalement, énormément de chanteurs, d'artistes, de comédiens sont addicts aussi. Et donc, ça ne suffit pas du tout. Donc, ça, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Et je pense que si on a un fossé en nous, la scène va le creuser. Parce que souvent, on le sait très bien, après ça, on est vide, le public, il est plus là, nous, on a notre trou dans le bide, et en plus, on va aller le chercher dans la dope, dans la cam, dans n'importe quoi, et en fait, ça va engrainer, ça va lancer ce cercle vicieux. Donc, finalement, pour moi, la scène et l'amour du public, ça a fait partie du cercle vicieux, ça n'a pas amélioré les choses, ça les a aggravées. D'accord. Donc ça veut dire que C'est quand pour vous ça que j'ai étiez... arrêté aussi. Ouais, mais j'avais plus envie. Moi, par exemple, je n'avais plus aucune envie de monter sur scène. D'abord parce que j'aimais trop boire, j'avais trop besoin de boire pour aller sur scène, déjà. Et puis parce que j'ai souffert beaucoup de mon mal-être sur scène aussi. Il y a des moments où je ne supportais plus être là, je voulais être partout sauf là. Donc, et aujourd'hui, je reviens sur scène en fait en 2025. J'écris un spectacle, quelque chose qui pour moi justement va ressembler à ce que je vous ai dit au début, qui va être un grand tout parce que je ne veux plus faire que ça, chanter. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai envie de faire ça enfin d'une autre façon. D'accord. Donc ça veut dire en fait que vous êtes en train de vous approprier votre chemin à votre façon, en étant passé par beaucoup de difficultés, de souffrances, d'isolement, même si on ne voulait voir que ce qui était beau dans ce que vous montriez. Une patiente à qui j'ai expliqué hier un exercice d'hypnose me dit, mais en fait, est-ce qu'il faut faire la comédie? Je dis, vous faites la comédie si vous voulez, si ça vous permet d'être mieux, faites la comédie. L'important, c'est que vous, ça vous fasse du bien de faire la comédie. Voilà, Mm. c'est une remarque, mais ça me paraissait intéressant. Si je vous demande, Rose,
Quel est le regard qui vous a marqué dans votre parcours jusqu'à aujourd'hui? Un regard qui peut être professionnel, qui peut être amical, qui peut être spirituel, philosophique, et qui aujourd'hui encore est extrêmement présent. Est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un, à un esprit, à des paroles? J'ai des paroles dans mon enfance d'une institutrice qui m'a vraiment mis sur la voie de l'écriture et qui m'a fait sentir spéciale. Non seulement elle m'a dit, toi, l'écriture, c'est ton truc, donc c'est-à-dire que soudainement, j'avais un truc rien qu'à moi, donc j'avais du mal à trouver ma place, j'étais la fameuse enfant du milieu, et j'étais ni la seule fille, ni la dernière, ni la première, j'avais l'impression que j'avais rien de spécial, en fait. Et donc, je me suis fait un peu voler la place de la petite par ma petite sœur qui est arrivée 9 ans après. Et en fait, j'ai souffert d'un problème d'avoir l'impression d'être pas vue, voilà. Et donc cette institutrice m'a vue. Et à partir du moment où on est vu, et ben les choses changent. Et j'avais cette impression après que j'étais spéciale, que j'avais un super pouvoir. Et après, ça a été tout au long de ma vie, c'est vrai, des regards parfois même de fans qui sont devenus mes amis. Euh, En fait, j'ai eu besoin d'aller chercher l'amour inconditionnel. Et la chance qu'on a dans ce métier, c'est que les fans ont un amour inconditionnel. Ça veut dire, tu peux prendre 20 kilos, ils te disent que tu es belle, tu peux faire un album de merde, ils te disent que c'est super. Donc c'est vraiment le fan, c'est-à-dire au-delà de ta propre mère, quoi. C'est-à-dire tout ce que tu fais, c'est toujours bien. Ça veut dire qu'on Donc est un modèle. On devient le modèle des voilà, fans. Ouais. voilà. Et aujourd'hui, le regard, les messages que je reçois, je pense que j'ai jamais eu autant de chance. En fait, j'ai une gratitude immense pour le rôle et le regard que les gens ont de moi aujourd'hui. C'est pas sur moi, le regard ils ont de moi qui m'importe, c'est-à-dire qu'ils me voient comme quelqu'un, comme une grande sœur, quelqu'un qui va pouvoir les aider quand ils m'écrivent et que je leur réponds. À chaque fois, c'est: oh, j'aurais jamais cru que tu répondrais parce que je suis là à donner des solutions, à dire tu habites où, ok, regarde, là, t'as une réunion, t'as un que ça pas, je fais des trucs un peu ce que je peux faire, quoi. Et puis surtout, je soutiens tout au long du parcours les gens qui arrêtent une substance. Et donc ça, je sens que les gens ont besoin de gens en qui ils peuvent s'identifier, avoir confiance et parler surtout. Je crois que on croit que c'est facile d'aller voir des psys, mais en fait, c'est pas facile, hein. Alors cette maîtresse, donc le jour où elle a pu porter son regard avec sa compétence et avec son côté humain, elle vous a touché parce qu'elle vous a regardé, parce qu'elle a vu que vous étiez là. Et ça me fait penser, je le vois dans les questions que je pose régulièrement dans ces interviews, entre autres, celui qui ne peut pas me dire ça, celui qui ne peut pas retrouver ses paroles et ce regard, il est seul. Il est très seul. Ça veut dire que le fait de ne pas pouvoir trouver... C'est pour ça que cette question, je ne l'amène pas d'emblée. Là, on a déjà fait un peu quelque chose. On est rentré un peu dans une transe, quelque chose qui aménage, qui protège un peu les émotions. Mais si je demande à mon patient qui rentre là spontanément, racontez-moi qui est la personne que vous avez en tête qui vous aide à avancer, je peux lui faire beaucoup de mal parce qu'elle ne pourra pas forcément me le dire comme ça. Et on n'a pas besoin d'être comme ça. On n'est pas modélisés tous de la même façon. N'empêche que ce qui nous fait du bien, c'est de pouvoir être reconnu comme quelqu'un qui a le droit d'exister. C'est ça. Complètement. C'est Le pour mot, ça que je pense que vous, comme moi, comme les instituteurs, les institutrices, beaucoup de métiers ont une responsabilité immense. Et c'est-à-dire que si on arrive à dire à quelqu'un, je t'ai vu, je t'ai écouté, j'ai compris, peut-être que ça va changer sa vie. Donc je dis moi aujourd'hui parce que c'est par rapport à ce que je fais avec Contradiction et par rapport au fait que je fais du service après-vente beaucoup. Mais c'est aussi parce que j'ai toujours été proche des gens. J'ai toujours été Alors avant, je le faisais pour moi. Bon, on fait toujours les choses pour soi. On donne pour recevoir, c'est sûr. Mais avant, je ne pensais qu'à prendre. Aujourd'hui, je pense à donner pour recevoir. Bon, c'est peut-être différent. C'est toujours égoïste. Mais moi, je suis désolée, hein, je suis comme tout le monde, j'ai envie d'aller bien. oui, oui, puis vous avez envie de prendre du plaisir. Donc, pouvoir prendre du plaisir, ça change tout. Euh, dans votre parcours, vous avez croisé beaucoup de monde. Maintenant, vous croisez des personnes qui sont des gens qui s'ouvrent. Vous voyez des gens qui sont des hommes qui écrivent, des gens qui pensent. Est-ce qu'il y a un penseur? Est-ce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vous vient à l'esprit, là, maintenant?
Ouais, j'en ai tellement, mais c'était en ce moment, c'est une auteure qui s'appelle Christiane Singer et qui a disparu je crois, dans les années 2000, qui, pour moi, a un message. Je pense que c'était un ange, pour moi, qui croit en l'au-delà. C'est quelqu'un, voilà, à la hauteur d'un Bouddha, d'un Jésus, pas de ce genre de figure qui est venu avec des messages et le monde n'était pas prêt. Il est toujours pas d'ailleurs. Mais voilà, le message, c'est un peu qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour? L'amour. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Zao de Sagazon. Elle est J'ai très mal étonnante. dit d'ailleurs. Oui, oui, mais non, non, mais c'est pas grave. Mais elle est étonnante. Et elle est étonnante parce que elle montre son plaisir qu'elle a à jouer, à chanter et à être avec le public. Donc, elle montre ce que vous avez ressenti. Mais elle le montre de façon assez étonnante, avec une fougue où elle court, où elle reste comme elle a envie d'être, et puis en jouant avec les réseaux, où elle ne cache pas ce qu'elle peut ressentir. J'ai la sensation que quand on regarde vivre aujourd'hui notre société, quel que soit le domaine dans lequel on va aller, on retrouve quelque chose qui est très refermé, alors on pourrait dire individualiste, et surtout des personnes qui se protègent. Et les gens se protègent de quelque chose qui pourrait tous nous toucher, etc. Mis à part que plus on se protège, plus on s'isole, et plus on est seul et on est en danger. Alors ça me fait penser à Chuang Tzu et un texte que j'avais trouvé assez étonnant, dans Le rêve du papillon, où il raconte un prince qui est au bord d'un petit étang, et puis il montre à quelqu'un que les poissons viennent et se mettent en groupe pour se protéger dans la profondeur du lac, c'est-à-dire dans la vase, où ils vont en fait s'étouffer. C'est intéressant. Ça veut dire que le fait de se rassembler pour se protéger, c'est une chose. Ils peuvent se déplacer en banc pour se protéger, mais quand on va se mettre au fond, il n'y a plus d'oxygène, on coule. Et c'est ça qu'on peut craindre parfois quand des personnes forment des petits groupes et se réunissent pour se protéger en disant, nous, on se comprend. Oui, d'accord, mais je crois que la richesse, on la voit surtout dans l'échange de ce qu'on est en train de faire. Et dans Mhm. les addictions, c'est compliqué. Parce que pour pouvoir s'exposer, se réexposer, aller partager des choses, il faut pouvoir en retrouver la force de le faire. Je crois que c'est là que c'est important de faire ce que vous faites, où vous dites aux gens, mais soyez bien, vous pouvez être bien, vous pouvez aller mieux. Regardez, il y en a d'autres qui l'ont fait, regardez comment on peut faire. Oui, moi, c'est souvent la première chose que je dis quand on me pose la question, c'est il y a tous les jours des gens qui se rétablissent. Tous les jours, il y a des gens qui sortent des addictions, des personnes qui consommaient, qui avaient une piqûre, une seringue dans le bras, qui 6 mois après ont retrouvé un travail, ont retrouvé de la dignité. Moi, je vois des choses dans les groupes de narcotiques anonymes qui sont hallucinantes. Parce que moi, j'avais une consommation qui faisait rire les mouettes, comme on dit. Parce que moi, ça me rendait triste, malheureuse, dépressive, j'avais envie de mourir. Donc, je suis addict et c'est grave, mais les doses, je sais que j'avais des consommations vraiment moindres à côté de ce que j'entends. Enfin, des choses, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai souvent rechuté. Enfin, rechuté, j'aime pas ce mot, mais que je suis retournée parce que je me disais, mais attends, mais je suis pas comme eux, mais aucun rapport. Moi, je me levais pas, j'allais pas prendre une bouteille qui était cachée sous le lit. Je me reconnaissais pas dans les. Alors, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, il y a tellement de vies, tellement de choses différentes que, comme vous disiez, on va pas se mettre ensemble, s'étouffer. Au contraire, chacun va donner un peu d'oxygène à l'autre. Et parce que c'est pas tout le temps la même histoire. Et c'est important. C'est important aussi parce que il y a parfois on n'identifie pas avec les gens et du coup c'est terrible. On se dit ah, bah du coup je suis pas addict. Et le pire pour moi là aujourd'hui, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est les personnes qui m'écrivent et qui sont les bons vivants, hein, vous savez, entre guillemets, donc c'est ceux qui font les bons morts, hein, comme on dit, les bons vivants qui vous disent, moi, le problème c'est que ça part en sucette, je bois, nan, nan, après c'est la drogue, c'est le truc, bon, ils t'expliquent le truc, ils sont ultra malheureux, souvent ils t'ont écrit, il est 6 heures du mat, ils sont pas dormis, ils sont en train de foutre en l'air leur mariage, ils ont du mal à gérer les gosses, tout ça comme tout le monde, mais eux, c'est pas pareil parce que ils aiment la bonne bouffe, ils se considèrent comme bons vivants. D'ailleurs, dans leur Instagram en haut, il y a marqué food addict, addict à la vie. C'est des gens qui sont dans un déni total, qui sont persuadés que si tu leur enlèves l'alcool, ils vont devenir chiants à mourir et que la vie n'aura plus d'intérêt, quoi. Parce que la vie, voilà, ils aiment la vie, quoi. Et ceux-là, c'est les plus difficiles. Il vaut mieux avoir un toxico, je trouve, complètement qui sait très bien qu'il n'est pas un bon vivant et que lui, ça sera merveilleux pour lui d'arrêter, quoi.
je trouve. Non? Parce que c'est aujourd'hui dans notre société, on met vachement en avant ce côté bon vivant quand même. Alors, c'est dit très clairement, mais ça, on peut pas le dire mieux. Euh, les patients vont parler des fois de leur culture épicurienne. À partir du moment où on va chercher le mot épicurien, je pense qu'on est en train de se perdre. On se perd. Je suis complètement d'accord. Quelqu'un qui va me dire, non, non, mais oui, je bois beaucoup de Ouais, whisky, c'est mais ça. regardez le type de whisky. Mais non, non, c'est pas la question. Un jeune me dit un jour, ça y est, je bois moins. Je bois une bouteille de rhum, mais je la mélange avec 2 litres de jus de fruits. Voilà, c'était amusant. C'était amusant, mais autant lui, je pouvais comprendre qu'il se trompe. Quand quelqu'un me dit non, vous avez vu, je choisis ce que je bois, non, c'est pas la question. Les gens font ce Et qu'ils veulent. Mais le j'aime le problème, bon mais vivant. bien Ouais, sûr, ouais. c'est qu'en fait, malheureusement, dans la dépendance à un produit qui devient dangereux pour nous, il va y avoir une nécessité de s'éloigner du produit, peut-être de revenir vers le produit si les gens peuvent le faire, mais de toute façon, devoir connaître quelque chose avec un éloignement, c'est de la frustration. Donc souvent, je me suis dit, les centres d'addictologie, on pourrait les appeler des centres d'éducation à la frustration. Mais n'empêche que c'est vrai que c'est forcément frustrant. Après, les C'est personnes vrai. qu'on voit qui nous disent, mais écoutez, qui disent ce que vous dites, c'est que leur équilibre de vie se fait dans la rencontre aux autres et aux autres qui font la même chose. Et donc j'ai vu une artiste il y a un an qui m'a dit, dans un cours hein, où elle était présente, quand je fais un cours, je fais venir un patient, on travaille avec le patient, et elle me dit, mais vous ne pouvez pas comprendre. Dans notre monde, c'était le théâtre, nous buvons tous. D'accord. Alors, dans la salle qui était là, j'ai demandé à chacun, est-ce que tu bois? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu bois trop, ça voulait dire. Et à la fin, elle a dit, je ne pensais pas qu'on puisse dans cette salle voir autant de gens qui ne prenaient pas d'alcool. Donc, il n'y a pas de jugement dans ce qu'on a dit. Mais je pense surtout que le modèle qu'on nous donne, ben, parfois, et c'est un modèle qui est difficile après de s'éloigner de ce modèle, puisqu'on le conçoit comme quelque chose de complètement normal et surtout initiatique. Si je ne fais pas comme les autres, je ne vais pas être comme les autres. Où ça change, où tout change, c'est que, comme vous l'avez dit, tout le monde est différent et la sensibilité au produit va réveiller des choses différentes chez chacun. Et donc, il y Et a des oui. personnes qui, en prenant un peu d'héroïne au départ, vont ressentir quelque chose de tellement apaisant que ce qu'elles vivaient à ce moment-là, qui était parfois insupportable, va devenir probablement agréable. Et je suis même allé jusqu'à me dire, je pense qu'on pourrait dire qu'il y a le mot plaisir dedans. Et donc, au bout de quelques années, quand c'est devenu un produit complètement dépendant et puis qui crée un risque de mourir, et qu'on va dire à cette personne, arrêtez de prendre ce produit, ça veut dire arrêtez de vous donner la possibilité éventuellement de prendre du plaisir. Donc là, on retombe toujours sur la même chose. Vous avez chanté, vous avez pris du plaisir, vous vous êtes retrouvé à un moment piégé par quelque chose qui était désagréable. C'était pas le chant qui était désagréable. C'était l'alcool qui était venu rentrer, qui était rentré tout doucement avec vous sur scène, et vous n'étiez plus sur scène toute seule, vous étiez sur scène avec l'alcool derrière vous. Et aujourd'hui, où cet alcool, vous l'avez remis de côté, vous allez revenir sur scène. Vous aimez la scène, vous aimez l'art, vous aimez chanter, et c'est logique, et c'est bien. Vous aimez la vie. Ah, j'avais jamais pensé à ça, que l'alcool s'était invité sur scène. Ouais, l'alcool m'a fait vraiment croire que je pouvais rien faire sans. Donc, j'ai commencé à chanter dans les bars du Vieux-Nice en buvant des shots. Et c'est là où j'ai trouvé la force de le faire, d'aller prendre la guitare de musicien déjà en place. Et en fait, j'ai vu que les gens aimaient ça, j'ai vu que j'étais rock'n'roll, que ça plaisait aux mecs. Enfin, voilà, c'est la première expérience qui compte, hein. Et donc, cette expérience-là, elle a été hyper agréable d'être la fille qui picole, qui est sur scène, qui est rock'n'roll, qui a pas peur d'aller chanter. Voilà. Et à partir de là, je me suis dit, il faut boire pour chanter. Mais vraiment, c'est vrai que quelque part, c'est très lié. Mais je n'avais même pas fait le lien en vrai, hein. C'est très lié. Je me demande même, quand on me dit oui, c'est à cause de ce métier que c'est peut-être pas le métier du tout. J'ai rencontré des gens qui étaient 1000 fois moins addicts que moi dans ce métier, hein. Je veux dire, je pense que je faisais partie du haut du panier. Donc c'est pas vraiment, je me suis pas fait entraîner, mais le lien chanter et boire, en fait, je l'avais pas fait autant. Bah merci. Non, mais c'est vrai que j'ai eu peur de revenir. On m'a dit, mais tu veux pas faire un album, tu veux pas. Et dernièrement, j'étais là à me dire, non, pas. Je me dis, je vais bien. C'est comme je vous ai dit hier, j'ai pas envie de changer mon équilibre.
Est-ce que chanter, pour moi, c'est non seulement chanter, c'est se mettre à nu et c'est s'exposer, quoi. C'est vraiment, encore une fois, se mettre devant et que les gens vont pouvoir vous juger. Vous montez sur une scène et puis voilà, et dans la tête, la machine commence, on dit qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de moi, qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de moi. Ouais, et je pense que je buvais pour pas imaginer tout ça, en fait, pour pas imaginer ce qu'on était en train de penser de moi. Alors en fait, quand je vous écoute, ben, tout est clair. Si je reviens sur les deux mots contradiction et ambivalence, dans le mot ambivalence, il y a beaucoup d'interprétations psychanalytiques. On va dire qu'on a analysé quelque chose. Dans la contradiction, on peut avoir la sensation d'être même jugé par le mot contradiction. Mais c'est pas possible, vous êtes dans la contradiction. Je comprends pas, vous m'avez dit que vous vouliez acheter quelque chose, vous avez changé d'avis, vous êtes dans la contradiction. Enfin, faites quelque chose. On va pas dire à quelqu'un, vous êtes dans l'ambivalence, bien sûr. Finalement, on enlève la contradiction, on enlève l'ambivalence, on prend le mot contre-addiction, qui est le nom de votre podcast, ça fonctionne. Voilà, et on n'est pas obligé toujours d'y mettre le même mot dedans. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. Chacun va trouver ce qu'il veut dans les mots. Ouais. Dans l'année qui arrive, on aura au mois de décembre une conférence sur la force des mots et le pouvoir des mots. Je mets pouvoir pour dire que le mot va rendre possible des choses, il n'y a pas de vrai pouvoir. Mais dans ces mots, on recevra Dimitri Rochambouri, qui est un auteur, journaliste et écrivain qui a écrit quelque chose d'assez de fascinant, de bouleversant, avec Le démon de la colline aux loups, où il a commencé à décrire ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Et tout à l'heure, vous avez dit, ça m'y a fait penser, il y a chez chacun de nous une partie monstrueuse. Elle fait partie de nous. Et Dimitri Rochambouri, il dit, quand il fait un article, il cherche dans son travail à faire ressentir que cette partie de nous qui est atroce est la même que celle qui est en face, même si on n'a pas franchi le pas. Et donc il dit, ça nous permet à ce moment-là d'avoir suffisamment de retenue pour pouvoir écouter et de voir ce qu'on est en train de voir. Donc je pense qu'on est dans ça, dans ce qu'on est en train de dire avec le fameux mot contradiction. Mhm. L'émission, elle est là pour donner, je le redis, hein, franchement, de l'espoir, des connaissances. Chacun s'en sert comme il veut. Et puis montrer qu'on a le droit d'être différent à certains moments, qu'on a le droit de ne pas aller bien. Mais nous, en face, soignants, il ne faut pas oublier qu'on est là pour ça. Et Oui, je crois qu'il ne faut pas qu'on laisse les personnes souffrir trop longtemps parce que on peut perdre l'espoir quand on est patient. c'est vrai, c'est vrai. Alors, pour finir sur le L'espoir champ, fait mourir. L'espoir fait mourir parfois. Non, et parce que parfois, à force d'espérer d'aller mieux et que ça ne va pas mieux, honnêtement, je crois qu'il n'y a pas pire que un espoir qui n'est jamais satisfait. Donc, c'est pour ça que je ne suis pas pour l'espoir en soi. Pour moi, c'est vraiment une vision optimiste. Je n'ai pas d'espoir, j'ai la foi, moi. Donc, c'est-à-dire, je n'espère pas que ça va aller mieux, j'en suis sûre. Et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne de cette façon-là, c'est-à-dire que c'est en hypnose que j'ai appris ce truc-là. Je n'ai pas l'espoir d'aller mieux, je sais que je vais déjà mieux et que je n'ai qu'à m'en rendre compte, je n'ai qu'à me regarder cette partie de là de moi qui va mieux. Parce que d'aller mal, c'est regarder la partie de soi qui va mal. Donc, je ne dis pas que c'est volontaire et je ne vais pas dire aux gens, c'est de votre faute, vous regardez la mauvaise partie, pas du tout. Mais il y a des moments dans notre vie où on ne peut pas faire autrement que de regarder que ce qui va mal, on le sait. Donc, c'est le prisme de la dépression qui fait que tout est noir. Et à un moment donné, si on a besoin de médicaments pour enlever ce premier voile, eh ben pourquoi pas? Si, que ce soit de traiter un TDAH ou une dépression avec des antidépresseurs, je trouve que vraiment c'est un début pour moi très important. Moi, ça m'a vraiment sauvé la vie, les antidépresseurs, parce que je ne pouvais pas lever ce premier voile. Mais à partir de là, je peux commencer à dire, tiens, je vais mettre un pied devant l'autre. Ah, mais ça fait du bien. Ah, ben tiens, je peux pas regarder la montagne, sinon j'y vais pas. Donc je regarde juste mes pieds. Et c'est ça que je veux. Je veux pas donner de l'espoir, je veux dire, c'est comme ça que ça marche. Donc si tout le monde y arrive, tu vas y arriver. alors, ce qui est intéressant, c'est de nous amener à la fin de de cet échange sur le fait de parler un tout petit peu de l'hypnose. Et je dirais que dans l'hypnose, Marc Galli, qui est un ami que j'estime, reprend cette notion que Jean-Marc Benayem et François Houston nous ont donnée. C'est toujours de dire on ne cherche pas à convaincre quelqu'un, on l'accompagne sur un chemin où il va lui-même
s'orienter vers celui qui lui paraît le plus clair. Et à nous d'être là pour dire, attention, là, il y a peut-être du danger. Donc, quand vous dites, j'ai pas besoin d'être convaincu, mais on ne doit surtout pas chercher à convaincre dans une thérapie. Et on n'a pas besoin de convaincre dans un concert qu'on est brillant, brillante, ou non, on le vit. Si on est Mhm. brillant, il y a quelque chose qui va se passer, vous l'avez vécu. Et donc, à partir de là, vous savez que c'est possible. Donc, c'est très bien et c'est très beau de le dire. L'hypnose, elle est probablement l'outil qui accompagne le fait de s'autoriser à faire ça. C'est-à-dire de dire, j'ai le droit de rester libre. Par contre, effectivement, cette liberté que je vis aujourd'hui, je la trouve probablement trop dangereuse. Elle me fait trop souffrir dans la substance. Gérard Osterman, on travaille beaucoup ensemble, euh, dit, on vit dans la substance, on vient chercher le soin pour vivre sans substance, et ensuite on va aller découvrir la vraie vie hors substance. Je suis dedans, je passe sans, je vais en dehors. Et être en dehors, c'est vraiment l'image dans l'hypnose de dire, eh bien on va peut-être regarder autour de nous, est-ce qu'il n'y a pas un chemin qu'on ne connaît pas? Ah oui, tiens, ce chemin est une Alors, idée. j'aime beaucoup, redites-moi ça, cette histoire de dedans, sans et dehors. C'est C'est ça, vraiment hyper c'est ça. intéressant parce que c'est pas la même chose sans et dehors. Et non, et non. Et C'est donc, merveilleux. quand on parle toujours de dire est-ce qu'on part dans une consommation contrôlée ou est-ce qu'on peut parler, est-ce qu'il faut toujours parler d'abstinence? En fait, je dirais avec Gérard, notre propos aujourd'hui, qu'on va écrire là dans l'année, c'est probablement de dire à celui qui est avec nous, gardez votre liberté. Peut-être que vous pensez qu'elle est plus atteignable en utilisant ça, ça vous soulage. Nous, on ne le pense pas. Par contre, faites peut-être l'expérience de le faire sans. C'est le deuxième mot. Vous êtes venu me voir avec, maintenant on vous propose de le faire sans. Quand vous allez partir de chez moi, vous serez en dehors. Et là, vous ferez ce que vous voudrez. Ah Je ben, parle j'aime. souvent aux patients de Claude Lévi-Strauss. Et je me dis toujours, je dis aux patients, finalement, faites l'expérience pendant 1, 2, 3 mois de ne pas consommer pour voyager au milieu de votre entourage. Vous allez découvrir. Et vous allez découvrir, comme quand il est arrivé dans les îles, dans le triste tropique, il découvre un monde qui lui paraît complètement différent, qui était le même que le nôtre, mais finalement différent parce qu'il n'était pas né là. Et donc, quelqu'un qui vient d'arrêter de prendre de la substance, il se dit, ah oui, d'accord. Ah oui, oui, j'aimais bien aller à cet endroit-là parce qu'à cet endroit-là, on faisait ça. Et cette personne qui m'aidait, ben, je me rends compte que finalement, aujourd'hui, elle est peut-être en difficulté. C'est intéressant d'entendre des patients nous dire ça, des anciens patients. Donc, je trouve que c'est un beau voyage. C'est un voyage avec nous-mêmes et avec les autres. C'est le moment où on commence, comme vous l'avez dit, à partager, en fait. On va partager le regard et on va apprendre à regarder tout ce qu'on voit, mais qu'on ne regardait pas. Mais vous avez totalement raison, c'est-à-dire que moi, c'est un argument pour moi de dire, quand les gens me disent j'ai peur de m'ennuyer, parce que c'est la première peur qu'on a, qu'est-ce que je vais faire? Puisque je passais ma vie à consommer, qu'est-ce que je vais faire si j'arrête? Mais en fait, je trouve qu'il y a une multitude de choses à redécouvrir sans. Et en fait, on connaît la vie avec, on la connaît pas sans. Donc finalement, moi, je préfère, voilà, c'est plutôt une vision optimiste de se dire, il va y avoir des trucs à découvrir, ça peut être passionnant, et et surtout, on va enfin voir les autres. C'est Ça veut ça. dire qu'on ne voyait que soi et son produit. Et on va enfin écouter les autres, on va enfin être là pour eux, on va enfin comprendre qu'en fait, on était et le mal qu'on a fait aussi, il va falloir qu'on vous regarde le mal qu'on a fait aux gens, il va falloir qu'on le répare. C'est pas pour nous flageller, mais il s'est passé des choses pendant que nous, on consommait, qu'on avait la tête dedans. Le monde a continué de tourner et nous, on a pensé qu'à ce produit. C'est pas notre faute, mais c'est comme ça. Donc, je trouve qu'il y a une très belle vision qui est de se dire, voilà, je connais le monde avec, maintenant j'ai envie de le découvrir sans. Oui, c'est bien, c'est ça. Euh, Lorsqu'on opère quelqu'un d'une cataracte, il recouvre les couleurs. Il recouvre une vue qui lui permet de voir des couleurs. Il est très surpris. Il découvre le bleu. Il découvre des couleurs qu'il ne voyait pas avant. Et j'ai à l'esprit l'image d'un patient. C'est une image qui est triste, mais qui est intéressante. C'est un patient en 89 où on a commencé à traiter le sida. Et donc ce patient avait une maladie dans l'œil, une toxoplasmose. Quand il a été traité, il s'est vu. Il s'est vu. Et il s'est vu comme quelqu'un qui a été dans des substances et qui a souffert, qui s'est transformé et qui se voit un jour, et qui se découvre.
Et je dirais qu'aujourd'hui, moi, ce que je trouve d'important, c'est de savoir qu'on peut aller mieux, qu'on peut aller bien, qu'on va retrouver un visage apaisé, qu'on va avoir une peau qui va se désenfler, qui va retrouver de l'élasticité. Donc, en fait, on a tout intérêt à vivre cette transformation. Mais c'est surtout qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que je dis qu'il faut être patient parce qu'il y a un moment. Alors, au début, c'est vraiment, il n'y a pas de bénéfice. Au début, il n'y a que du manque. Enfin, il y a des gens qui s'en sortent tout de suite très bien. Mais je veux dire, souvent, c'est quand même le début le plus difficile. Et puis, en fait, au bout d'un certain temps, les bénéfices arrivent. Alors, ça peut être très physique, esthétique, la façon de se sentir. Souvent, moi, je vois des addicts qui étaient polytoxicaux qui, à la fin, ne fument même plus de clopes. Parce qu'en fait, ils veulent être libres jusqu'au bout. C'est mon cas, moi qui ai arrêté l'alcool, cocaïne et qui ai arrêté de fumer depuis un an. Moi, je vois ma peau changer maintenant. Alors, c'est pas ni l'alcool ni la cocaïne, c'est la clope. Je vois ma peau changer, je vois mes cheveux changer, je vois mon haleine, mes dents, tout. Et ça, pour rien au monde, je retourne en arrière. Mais si j'avais pas arrêté l'alcool, pas arrêté la cigarette, pas arrêté la cocaïne, eh ben, je me serais pas mise à fond au yoga et j'aurais pas bu de l'eau, parce qu'on boit beaucoup d'eau aussi quand on arrête de boire. Ça a l'air débile, mais on boit beaucoup d'eau. Moi, avant, l'eau, je ne savais pas ce que c'était. Donc, on s'hydrate. Donc, en fait, il se passe des choses, mais on est là, on se dit, mais attends, mais je ne connais l'eau, quoi. Je bois de l'eau. Ça a l'air complètement fou. Et on se réveille le matin avec un visage qui ressemble à celui de la veille. Donc, on n'a pas la surprise de se dire, waouh, ça, c'est pas négligeable, surtout pour les femmes. J'en parle souvent. C'est quelque chose qui va tout de suite arriver, qui va vous faire du bien tout de suite. Vous allez vous dire, je me sens mieux. Donc, ça, c'est le début. Et à partir d'un moment, le plus important pour moi, c'est que dans la balance, je gagne plus que ce que je perds. Voilà. Au début, on croit qu'on perd, mais petit à petit, il n'y a plus que des avantages. En fait, moi aujourd'hui, je n'ai pas, même pas, je peux même pas vous dire, ouais, j'ai quand même perdu ça ou le lien social. Les gens que j'aime, je les vois. Si j'ai envie d'aller faire des choses que j'aime, je vais les faire. C'est juste que je fais moins la fête, je rentre moins tard, et c'est tant mieux, quoi. Alors, on va terminer. Je vais poser une Je me toute suis petite emballée. question. Est-ce que vous avez... Non, mais c'est chouette de dire les choses comme ça. C'est très clair. Tout à l'heure, quand vous avez dit, ça m'a fait rire d'ailleurs, quand vous avez dit, à partir du moment où j'ai arrêté de boire, je me suis mis à boire beaucoup d'eau. Vous avez vu, arrêter de boire, on n'a même pas besoin de dire quoi. Boire veut dire l'alcool. C'est Oui, étonnant. Et là, on voit apparaître, ah oui, il y a de l'eau. Ouais, c'est vrai, oui. il y a de l'eau. C'est quoi l'eau? Ben oui, ça fait du bien. Quel est maintenant là, le titre de chanson qui vous vient à l'esprit, de quelqu'un que vous aimez, que vous avez envie de faire découvrir, ou est-ce que vous avez un tableau, un peintre là à nous conseiller là pour cet été? Non, moi, je serais plus sur une chanson. C'est plus, j'ai plus envie de découvrir une chanson pour cet été, mais oh là là, je bloque complètement. Parce que alors, la peinture, c'est pas du tout mon truc, faut que vous le sachiez. J'ai pas un tableau chez moi, j'ai des tambours chamaniques, j'ai tout ce que vous voulez, mais alors je n'ai aucune œuvre d'art. Non, j'aimerais, je sais pas, j'ai vu un très beau film qui s'appelait sur la vie de ma mère hier soir. Et donc, c'est magnifique, c'est sur la bipolarité avec Agnès Jaoui et William Lipgill. Et c'est incroyable, voilà. Et il y a à un moment donné, elle va chanter dans un karaoké et j'ai redécouvert cette chanson de Julien Clerc qui s'appelait Fais-moi une place. Et en fait, elle m'a bouleversée. Bon, voilà, j'ai envie de vous la conseiller. En tout cas, ce film aussi, parce que j'avais pas pleuré pour un film depuis très longtemps. Et j'ai pleuré à 3 reprises, mais avec un bonheur. C'est des larmes d'émotion et de joie. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on redécouvre, qu'on découvre tout court quand on arrête des substances, en fait. Hein. On avait mis un bouchon sur toutes les émotions. C'est comme votre histoire de cataracte. On redécouvre la palette d'émotions. On avait juste la colère et la tristesse. On était tout le temps en colère, tout le temps triste, tout le temps en colère. Puis soudainement, on découvre la joie, le dégoût, et puis cette émotion de pleurer de joie. Donc le mot que je vais retenir là pour terminer, c'est le mot place. Hein, j'ai Hmm. probablement le droit, comme tout le monde, d'avoir une place. Faites-moi une place, donnez-moi une place.
c'est donnez-moi le droit d'exister. C'est la première image qui me marque, moi, avec les patients. C'est comme ça que j'ai commencé avec l'hypnose. C'était d'installer le patient devant moi en disant installez-vous. Je Mais me c'est mets pas fou, très loin de. Comment? c'est fou que je choisisse cette chanson parce que Ah non, mais on est en plein dedans, là. On est et en on est en plein plein dedans dans dedans. l'hypnose et puis dans Eh ce que je oui, vous ai dit, pour moi, eh comment oui. ça a commencé ma vie, c'est de me dire j'ai pas ma place, cette institutrice qui m'a donné une place, et puis les addicts qui sont vraiment dans la maladie du lien, de pas savoir leur place, et l'hypnose, Ben, c'est c'est de ça. trouver sa place dans C'est ça. ce Ouais, fauteuil. ouais. Donc on est dedans, ça fait le lien de tout ce qu'on a entendu ce soir. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'enlace lorsque tu pleures. Je serai jamais autant lointain. Mhm. Oh, je sais plus les paroles, c'est trop beau. Alors ça pourra être une des chansons du concert de l'an prochain. Ah, pourquoi pas? C'est un spectacle, j'espère que vous viendrez me voir. Bien sûr. Avec Marc Gali, que j'embrasse très fort. On viendra tous les deux. Merci Rose. C'est moi qui vous remercie. J'étais un peu dans une petite transe à un Ah moment ben donné. oui, ben oui. Oui, oui, ce sont des hypnos interviews. Petite émotion à un moment donné. Ouais, c'était très agréable. Merci beaucoup. À très bientôt et puis bon été. Bon été à vous. Au revoir.